Merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue, Monsieur Waba. Donc, après presque 2 années passées comme représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, vous partez pour assumer de nouvelles responsabilités au sein des Nations Unies. Mais en faisant une rétrospective, quelles sont, selon vous, les principales réalisations des Nations Unies en Haïti ces dernières années? Tout au moins ces 2 dernières années. Ces 2 dernières années, oulala. Il y en a tellement qu'il est difficile pour moi de commencer, mais je pense que si je devais avoir une seule rubrique pour vous parler, ce serait la stabilisation. Que ce soit une stabilisation de la situation politique à travers des élections et l'organisation d'élections, que ce soit une stabilisation de la situation sécuritaire par le travail de nos collègues de la force ou de la police, que ce soit également une stabilisation de la situation humanitaire, tout le travail humanitaire que nous avons accompli. Je pense que le tout pourrait aller dans le sens de la stabilisation, du renforcement du rôle de l'État. Mais quels sont, à votre avis, les principaux progrès du pays pour cette même période, ces 2 dernières années? J'ai vu beaucoup de progrès. Tout d'abord, je pense qu'il y a un espoir qui renaît dans le pays. Il y a une nouvelle mise en confiance des élites. Il y a également, et on l'oublie souvent parce que nous pensons toujours au contingent, à l'immédiat, mais il y a une amélioration de la sécurité. Et je sais que c'est difficile à concevoir quand on entend tous les crimes parce qu'il y en a, et il y en a trop, mais comparé au reste de la sous-région, comparé également à la situation que nous avions il y a quelques années, je pense qu'il y a une amélioration nette. Il y a un renforcement de la police nationale d'Haïti, également, qui a été fait. Au point de vue économique, disons développement pur, nous avons vu le regain d'intérêt pour la gouvernance locale, qui pour moi est primordiale en Haïti, un retour à l'investissement vert environnemental et ça, j'ai peine à le dire parce que, à cause de l'ouragan, mais il y avait une amélioration agricole nette avant cet ouragan. Mais selon vous, est-ce qu'il y a encore des défis à relever en Haïti? Et selon vous, quels sont les plus importants? Ah oui, il y a d'énormes défis à relever en Haïti. Le premier défi pour moi serait la résilience. Comment construire une société, comment construire une économie qui soit plus forte face aux chocs externes qui viennent la percuter. Donc que ce soit un tremblement de terre, que ce soit un ouragan, mais également, je ne sais pas, un retour d'Haïtiens de la République dominicaine, par exemple, qui est un choc externe au système. Que ce soit la dépréciation de la gourde rapide, la montée en force du dollar, le changement du prix du pétrole, des sociétés doivent pouvoir résister à ces chocs. Et aujourd'hui, il y a énormément à faire pour renforcer cette résistance, ce qu'on appelle la résilience. Renforcer la résilience, mais selon vous, est-ce qu'il y a des opportunités en Haïti, des opportunités de développement, et quels sont les atouts véritables d'Haïti, selon vous? Haïti est le plus beau pays du monde. Vous avez tout. Il y a la montagne, il y a des vallées, il y a les plages, il y a également un passé historique essentiel, pas seulement pour la région, mais je pense pour l'humanité. Et il faut vraiment tirer avantage de tous ces atouts, naturels d'abord que Haïti offre, pour développer un secteur touristique fort. Et un secteur touristique qui aille au-delà du bronzé bête des plages, parce qu'il y a des plages, mais d'un tourisme beaucoup plus intelligent, beaucoup plus culturel, de touristes qui restent et qui apprécient la société haïtienne. Un autre atout peut-être en Haïti, et ce que j'ai perçu, est le grand niveau d'éducation. Il y a bien sûr des problèmes scolaires, je ne le nie pas.
Il y a également beaucoup de personnes qui peinent à trouver le temps d'apprendre à lire, à écrire, ou les ressources pour le faire. Mais il y a également une richesse intellectuelle dans ce pays qui lui permettrait d'essaimer à travers le monde, je pense. Et que, encore une fois, dont nous ne tirons pas assez avantage. Et puis il y a quelque chose, il y a un sens de l'humour en Haïti. Et je pense pour les étrangers qui viennent ici, il est très difficile de percevoir ce sens de l'humour au début. Mais c'est une ironie douce et qui permet de surmonter beaucoup de choses et qui est important. Et profiter de ces atouts passe par quelle action précisément? Comment profiter de ces atouts? Il faut remettre la confiance. Je pense que le grand problème, si vous voulez, pour moi le grand défi en Haïti, c'est la confiance. Il faut que les gens aient confiance en leur avenir, donc qu'ils décident de rester. Et avoir confiance que leurs efforts seront reconnus dans cette société. Il faut également que le monde externe ait confiance dans le système politique haïtien et qu'il pense que ces investissements sont plus ou moins sécurisés. Il faut également que les Haïtiens eux-mêmes aient la confiance d'investir dans leur économie, dans leur avenir, et pas de vivre d'un commerce d'import-export, d'importation et d'exporter les profits. Alors, pourriez-vous détailler pour nous les priorités d'action des Nations Unies pour soutenir les autorités haïtiennes pendant les prochaines années? Tout dépendra de la demande des autorités haïtiennes. Les Nations Unies ont des priorités, définissent des stratégies, mais ces stratégies dépendent toujours. Et peut-être ça a été un des sens de mon action ici, c'était d'insister que ce soit une demande haïtienne, pour commencer. Mais si je devais aller vers quelques priorités, je parlerai tout d'abord de la relance du Sud, du relèvement du Sud, après l'ouragan. Je parlerai également d'un effort de gouvernance locale qui doit être fait. Comment renforcer les structures municipales, les structures locales, les ASEC, les CASEC, les délégations, avec les instruments de gestion d'un territoire. Un autre défi, je crois, non moins important, est l'état de droit. Justement, comment rendre cette confiance au pays à travers un État basé sur le droit, un État où il y a un code clair, civil, criminel, etc., de procédure, où les juges ont et les ressources et le temps de faire leur travail, où le système carcéral est géré comme il doit l'être en tant que système carcéral et pas en mouroir. Il y a énormément de choses à faire. Mais quelles sont les futures actions prévues par les Nations Unies en soutien à la réponse à l'épidémie du choléra en Haïti? Il y a deux types. C'est la nouvelle approche du secrétaire général. Après ses excuses à l'Assemblée générale, devant l'Assemblée générale au peuple haïtien, a été basée sur deux grandes pistes. La première est d'arrêter la transmission de l'épidémie, de sauver des vies, de faire de l'immédiat. Nous ne pouvons pas accepter que le choléra ne tue pas. Le choléra tue ici, mais ne devrait pas tuer. Si nous avions des intrants médicaux, si nous avions de l'eau potable, un assainissement, personne ne mourrait de choléra en Haïti. Nous devons empêcher cette transmission, donc, à travers des équipes de réponse rapide, à travers un renforcement des structures médicales, des centres de traitement de choléra. Donc c'est une piste. L'autre piste est comment faire pour aider les personnes qui ont souffert du choléra, que ce soit les personnes directement ou leurs familles, si ces personnes n'ont pas survécu. Et que faire dans des communautés
qui ont souffert du choléra. Comment les aider elles-mêmes à définir ce qu'elles voudraient comme avenir, comme structure de santé, comme structure scolaire, et que nous puissions aller dans cette direction. Alors, vous l'aviez dit, le choléra ne tue pas, mais est-ce possible de vaincre cette maladie? Et si oui, pourquoi cette maladie perdure en Haïti? Je suis fermement convaincu que nous pouvons vaincre le choléra en Haïti. Mais le choléra perdure en Haïti. Et le choléra fait des morts qu'il ne devrait pas faire. Rien que cette année, nous avons à déplorer plus de 400 morts. Pourquoi? D'abord par manque de ressources. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour financer les équipes mobiles de réponse immédiate. Quand il n'y a pas d'argent. Ensuite, par manque de structures de santé au niveau local. Quand, par exemple, après l'ouragan Matthew, nous avons une recrudescence des cas de choléra dans le Grand Sud, parce que les structures de santé avaient été détruites par l'ouragan. Donc les personnes étaient malades, ne savaient pas où aller. À plus long terme, parce que Haïti est un des rares pays, le seul pays de la sous-région, de l'hémisphère même, à avoir un très faible taux d'accès à l'eau potable, un tiers, peut-être moins d'un tiers de la population, ou à l'assainissement. Un tiers pour l'assainissement, je crois 2 tiers pour l'eau potable. Donc, il y a des investissements à faire, mais ce sont des investissements de développement. Ou comme je l'ai dit dans, je crois, une de vos émissions, également, le choléra est vulnérable à l'argent. Alors, que peut-il signifier pour Haïti le nouveau cadre des objectifs de développement durable dans ce cas-ci? En tant que tel, je vais peut-être vous paraître provocateur, mais rien. Le nouveau cadre des objectifs de développement durable est un cadre. Il appartient à la société haïtienne, à Haïti elle-même, de définir à l'intérieur de ce cadre, de ce vaste champ, quelles seront ses priorités et quelle sera sa zone de développement, sa trajectoire du développement. Mais en tant que cadre, c'est 17 objectifs. On peut choisir comme on veut. Si on veut les faire tous, on ne va rien faire. Il faut avoir des priorités et il faut avancer dans ces priorités. Un autre élément, et qui manque en Haïti, je pense, est l'élément de mesure, de statistique. Je crois qu'un avantage des objectifs du développement durable est qu'ils nous demandent d'améliorer notre appareil statistique, d'améliorer notre mesure du développement. Parce qu'il ne s'agit pas de m'écouter à moi et vous dire ouais, le développement avance ou n'avance pas, la mortalité maternelle s'améliore ou pas. Il faut que chacun en Haïti, que chaque personne en Haïti puisse avoir accès à ces données et puisse demander aux gouvernants, qu'avez-vous fait pour la pauvreté? Voilà, nous avons l'information. Aujourd'hui, personne n'a l'information. Qu'avez-vous fait pour la mortalité maternelle en 5 ans? Aujourd'hui, nous n'avons pas cette information. Donc, non seulement comme instrument de développement, mais comme instrument politique, les objectifs du développement durable nous demandent d'améliorer la statistique. Alors, quel est le rôle que la jeunesse et les femmes qui font face aux importants défis tels que le chômage ou la discrimination peuvent jouer dans ces objectifs de développement durable? Le rôle de la jeunesse. D'abord, armez-vous d'informations. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut que les jeunes, et d'ailleurs que les femmes, aient cette information. Mais si cette information n'est pas désagrégée par sexe, donc on dit il y a, je ne sais pas, un quart de la population qui vit en deçà du niveau de pauvreté extrême. Un quart de la population veut dire quoi exactement? Qui sont ce quart? Ce sont des jeunes? Ce sont des jeunes qui cherchent un emploi? Ce sont des femmes chefs de foyer?
Il faut qu'il y ait une meilleure information. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième est de demander des droits. Aujourd'hui, il est très difficile de penser à une politique du genre, et je vais le dire honnêtement, quand nous avons 4 femmes en tout et pour tout au Parlement. Qui va demander ça? Donc il faut aussi avoir une meilleure participation des femmes, et dans les élections, et en tant que candidat, aussi surtout. Et qu'est-ce qui empêche la participation des femmes à travers les élections? Je ne sais pas, c'est vous qui êtes haïtienne, vous devez me le dire, et vous êtes une femme d'ailleurs. Donc je me demande, je pense que la réponse est complexe, mais ce sont des partis qui sélectionnent d'abord les candidats. Et je pense que nous allons avoir de meilleurs résultats au niveau local, parce qu'il y a une meilleure participation locale. Mais c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas de bonne participation des femmes aux élections parce que les femmes, en général, sont marginalisées. Les femmes sont marginalisées parce qu'elles ne participent pas assez à la vie politique. Alors, vous l'aviez évoqué tantôt, quel a été l'impact de l'ouragan Mathieu par rapport au plan de développement du pays et par rapport au plan des Nations Unies? Pour les deux, c'était un choc énorme. Les statistiques varient. 1,9 milliard de dollars de dommages à 2,5 milliards, 2,6 milliards. J'ai vu les deux et ça dépend ce qu'on compte. Mais en fait, ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important est que le travail en développement, surtout dans le sud, mais également par exemple au nord-ouest, qu'on oublie souvent, a été mis à plat après l'ouragan Matthew. Et tout un développement agricole, le début d'une agro-industrie qui existait dans le sud, par exemple le traitement de la cassave, par exemple l'apiculture, la mapin, l'homme véritable, pardon, qui pouvaient donner de domaines d'exportation également en Haïti, ont été mis à plat. Et je pense que c'est important de retrouver cet élan. Alors, de quoi, selon vous, dépend le futur de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti et en quoi ça pourrait changer le soutien des Nations Unies au pays? De quoi ou de qui? De quoi? Le futur de la mission de la MINUSTAH, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, dépend, comme son nom l'indique, de la stabilisation en Haïti. Donc plus nous avançons vers une PNH capable d'assumer ces tâches d'assurer la sécurité, la stabilité dans le pays, plus nous allons vers un système électoral qui permette un renouvellement des élites et des gouvernants, sans être accompagné de violences, d'échouages et autres, plus nous allons vers des structures locales qui permettent de répondre aux attentes des populations sans leur enlever l'espoir et leur dire d'émigrer vers les villes au minimum, mieux, je pense, nous aurons accompli notre mission et le gouvernement d'Haïti, la société haïtienne, pourra assumer son propre avenir. De qui aussi? Parce qu'il n'y a pas que de quoi, il y a de qui. De qui dépend la MINUSTAH? La MINUSTAH dépend de deux parties. D'abord, de la volonté des Haïtiens. Que veulent les Haïtiens du monde extérieur, des Nations Unies en particulier, mais aussi que veut le Conseil de sécurité, qui a pour mission d'assurer la paix et la stabilité dans le monde entier. Et donc il n'y a pas que Haïti en tant que dossier, mais qu'il y a Haïti et 16 autres cas. Alors, et si l'on parle de vos expériences, quelle est la situation la plus complexe à laquelle vous avez dû faire face pendant votre mandat? Ouh là là. Il y en a tellement? Non, parce qu'en général, ça n'a pas été très complexe. Donc j'essaie de vous trouver une situation complexe. Je pense que c'est peut-être pendant l'ouragan. Quand pendant l'ouragan,
j'étais vraiment impliqué à 100%, à 120% dans les efforts de secours humanitaire, dans la relève, que nous avions également une mission de New York qui venait revoir la politique choléra, et que nous avions également le besoin, à l'intérieur de l'équipe pays, de faire avancer un cadre de développement pour Haïti. Donc c'était et la préparation de la transition. Donc il y avait plusieurs éléments, c'est comme un jongleur qui a trop de balles en l'air. C'est la multiplicité des demandes plutôt que leur complexité individuelle. Alors, et finalement, quel est le souvenir le plus spécial que vous allez garder d'Haïti? Votre sourire, qui reflète aussi le sourire de tellement d'Haïtiens qui ont cet humour et cette gentillesse. Alors, est-ce que vous voudriez adresser un message au peuple haïtien? Oui, peut-être. Mais c'est votre pays, ayez confiance en son avenir. C'est vous qui le construisez. Merci. Merci.